Travailleuses, travailleurs, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir. Mon programme en 3 points. Premièrement, le plein emploi. Deuxièmement, le plein emploi. Et troisièmement, le plein emploi. J'ai l'intention de chercher des boulots. De chercher ou de trouver? De nouveaux chantiers, de nouveaux emplois. Ceci est financé par la Banque d'État de Floride. On travaille pas comme ça. C'est pas professionnel. Et il y a des règles. Peut-être que tu voudrais m'apprendre mon boulot. Pas de panique, nous sommes des professionnels. Il y a des gens qui travaillent ici. Oh, c'est du bon boulot, hein. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix de l'emploi. On est ensemble jusqu'à 20h avec Nicolas Leroy, DRH du groupe Fiducial et président du cabinet Ficoba. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Cécile. Merci en tout cas d'avoir préparé cette émission puisqu'on va vous parler de l'industrie française face aux défis géopolitiques. Une émission exceptionnelle à la croisée des chemins entre l'emploi, les compétences, la souveraineté industrielle et la sécurité nationale. Le 3 février dernier, souvenez-vous, les dirigeants européens se sont donc réunis pour évoquer le sujet de la défense européenne dans un contexte géopolitique particulièrement tendu. Quel est l'état de l'armée française? Est-ce que nous pourrions effectivement disposer des ressources nécessaires en cas de déclenchement d'un conflit? On va en parler tout de suite avec nos invités. Les vraies voix Sud Radio. Alors pour en débattre et apporter un éclairage rare sur les coulisses de notre préparation nationale, on a le plaisir d'accueillir 3 invités de tout premier plan. Alors on a Gérard Longuet, ancien ministre de la Défense au Nicolas Sarkozy. Bonsoir Monsieur le Ministre. Bonsoir. Hervé Guillou, ancien PDG de Naval Group, qui est également coprésident du dialogue de place sur le financement de la défense. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Et Lénaïque Ségalin, directrice générale du Campus des industries navales, qui est un organisme qui accompagne la filière des industriels de la mer sur les volets emploi, formation et compétences. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. En tout cas, vous êtes la bienvenue. Et on va commencer par vous, monsieur le ministre Gérard Longuet, ancien ministre de la Défense et de l'Industrie, pour revenir un petit peu sur l'histoire, finalement, de l'armée, de la réforme de l'armée 1996 avec Jacques Chirac, où on n'est plus une armée de circonscription, c'est-à-dire que plus de conscription, pardon, excusez-moi. On est plutôt aujourd'hui sur une armée plutôt professionnelle. Oui, Jacques Chirac, en 95, juste après son élection, a réfléchi et a tiré les conséquences de ce qu'il estimait être possible avec l'effondrement du mur de Berlin, avec la désagrégation de l'Union soviétique en 91, et donc, soyons honnêtes, la fin de la guerre froide et des moyens qu'il fallait préparer pour l'éviter. C'est vrai que la guerre froide n'est jamais devenue une guerre chaude parce que l'Ouest et en l'occurrence l'OTAN ont mis sur la table des moyens qui étaient dissuasifs. Rappelons-nous également que Reagan dans la guerre des étoiles a obligé l'Union soviétique de l'époque à un effort financier qu'elle ne pouvait plus assumer pour financer une technologie nouvelle qu'elle ne pouvait pas développer. Donc la position de Chirac est assez logique. Il y a les dividendes de la paix, pour prendre une formule qui était utilisée à l'époque. Et nous avions, certes, un monde qui restait dangereux et tragique, mais avec la probabilité assez faible, pour parler en termes diplomatiques, d'une bataille sur le territoire national français. Je dis bien le territoire français, plutôt d'ailleurs entendu au sens du territoire européen métropolitain. Le territoire français, il était aussi outre-mer, la plus exposée. À partir du moment où on intervenait à l'extérieur de nos frontières, à raison d'accords bilatéraux que nous avions avec des États africains, à raison de décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies dont nous sommes partis en membre permanent pour intervenir dans tel ou tel pays, on intervenait à l'extérieur. Et à ce moment-là, Jacques Chirac, président, a estimé que l'on ne pouvait pas envoyer, en effet, des conscrits, des appelés, comme on le disait, qui faisaient leur service militaire. Non pas d'ailleurs qu'ils n'aient pas été volontaires. Moi, j'étais sous-lieutenant dans les années, j'ose pas le dire, 70. Quand on cherchait des jeunes pour aller au Tchad, ils étaient même des PDL, comme on dit, c'est-à-dire pendant la durée légale, ils étaient d'accord pour partir. Les jeunes aiment l'aventure. Les parents, moins. Oui, c'est ça. Les mères de famille, pas du tout. Et donc, il fallait en tirer les conséquences. La bataille à l'extérieur, oui, avec des professionnels. Alors, pour rester un peu sur le côté géopolitique, avec l'arrivée de Donald Trump, un renversement forcément un peu de l'alliance, donc ça crée un trouble forcément, et ça invite en tout cas l'Europe à réfléchir et à se réarmer, à se dire comment on peut se défendre, et nous-mêmes, Français, comment on peut se défendre.
Oui, alors ça c'est un autre aspect. Il y a Trump et il y a Poutine. L'un n'existe que parce que l'autre existe. Si Helsinki avait une vie éternelle, la situation aurait sans doute été différente. Poutine a testé la résistance de l'Europe de l'Ouest à plusieurs reprises, et notamment en 2014 avec l'affaire de la Crimée, en 2008 évidemment avec Nicolas Sarkozy au moment qui était à l'époque président de l'Union européenne. C'était une présidence tournante de 6 mois, et sur la Géorgie et l'Ossétie du Sud, l'Abkhazie, il est intervenu auprès de Poutine, et Poutine était un petit peu partagé. Il avait le sentiment on pouvait faire quelque chose avec les Européens, qu'en même temps il résistait. L'affaire de 2014, à mon avis, l'a convaincu dans l'idée que toute intervention en Ukraine serait rapide et n'entraînerait aucune réaction européenne. Est-ce que le contexte actuel a été anticipé, même dans le pire des scénarios, il y a 5-10 ans? Oui. Oui, alors oui. Et en même temps, vous allez tout de suite comprendre que les conséquences, étaient difficiles à mettre en œuvre, en tirer des conséquences effectives, pratiques. Oui, parce que l'idée... En matière de guerre, l'important, c'est de savoir qui est votre adversaire, ce qu'il est prêt à faire, et ce que vous êtes prêt à faire vous-même. La guerre, c'est une affaire politique, d'abord. Qui est l'adversaire? Et veut-on le dissuader ou veut-on le combattre? Et si on le combat sur notre terrain ou sur son terrain? Bon, ces questions-là, l'armée française, le ministère de la Défense, parfaitement conscient de tout cela. Il y a des têtes bien faites qui réfléchissent à longueur de journée. Beaucoup de civils. Un échange d'ailleurs permanent avec les industries d'armement. Pourquoi? Parce qu'elles ont des informations que les hommes politiques n'ont pas nécessairement, que les militaires peuvent avoir, mais ont parfois après. Et donc, il y a en France une tradition militaire, et cette tradition militaire s'est adaptée à son environnement le plus moderne. On n'a pas des poireaux de base arrière, des scrogneux ou des adjudants de batterie de façon traditionnelle. On a des musclés du cerveau simplement les musclés du cerveau, quand ils se tournent vers le ministre. D'ailleurs, je vais dire en plaisantant, qu'est-ce qu'un bon ministre de la Défense pour les militaires? C'est un ministre qui gagne ses arbitrages à Matignon. Quand il revient avec les poches pleines de budget, on dit ah oui, c'est un grand homme, il nous comprend. Parce que pour le reste, les militaires savent faire. Bon, pas tout à fait vrai. Il faut quand même que le lien entre politique et armée soit un lien construit et respectueux. Mais enfin, en gros, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. Et ça, on le sait bien, la France a des moyens limités, d'autant plus qu'elle consacre ses priorités à d'autres budgets, à d'autres dépenses. Et donc, oui, on réfléchit, non, on ne peut pas tirer toutes les conséquences matérielles des conclusions. Et en particulier, il y a l'argent et il y a les hommes et les femmes d'ailleurs, puisque 10% des femmes... On va en parler d'ailleurs. Voilà. Hervé Guillou, quand on fait un état des lieux de l'armée française, le modèle de notre armée est quand même assez complet aujourd'hui. C'était l'arbitrage qui avait été pris déjà depuis pratiquement 15-20 ans. Moi, j'ai participé personnellement à 2 lois de programmation militaire en tant que représentant de l'industrie. Monsieur le ministre l'a rappelé, l'industrie est complètement associée à ce genre d'exercice. Puis j'ai ensuite participé aussi en tant que représentant de l'industrie à la dernière revue stratégique de défense qui a été faite en 2017. Le choix a toujours été confirmé d'un modèle d'armée complet. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire 3 choses. D'abord la dissuasion, qu'il faut jamais oublier. 2, la possibilité d'être dans des combats de haute intensité. Absolument. Et ça... on couvre à la fois le spectre aérien. Alors après, on peut discuter combien de temps ça dure, mais en tout cas, il y a toujours eu une préoccupation de rester présent. Et puis 3, c'est ce qu'on appelle les OPEX, ou la lutte anti-terrorisme, ou la lutte asymétrique, à laquelle je rajoute depuis une quinzaine d'années les questions de nouveaux espaces, comme l'espace et comme la cyber. Mais on a toujours fait le choix d'un spectre complet. On n'a pas toujours les moyens de se le payer complètement, donc il y a un peu de bourrage, c'est ce qu'on appelle dans les différentes lois de programmation militaire, mais ça a toujours été quand même la volonté. La deuxième chose qu'il faut quand même souligner, puisque vous évoquiez l'arrivée du président Trump et les changements de posture des États-Unis,
c'est que depuis le lancement dans les années 60 de notre politique de dissuasion, on a toujours eu non pas une politique autarcique, mais une politique de souveraineté en matière technologique, enfin, puisque je parle de ce que je connais en tout cas, de technologie et d'emploi en matière de défense, qui est absolue. Un sous-marin nucléaire français n'a rien à demander aux Américains, ce qui est très peu le cas de nos collègues européens. Donc alors justement, la France est capable aujourd'hui de construire un sous-marin sans aucun aval de l'Europe. Et pas que des sous-marins. Non, on peut avoir des pièces ou des équipements qui viennent d'autres pays européens. D'ailleurs, il y a une coopération exemplaire avec la Grande-Bretagne dans le domaine des missiles, avec MBDA. Dans le domaine naval, on a souvent coopéré avec les Italiens. On a trop peu de coopération avec les Allemands. Mais en tout cas, nous n'avons pas à subir ce qu'on appelle les règles ITAR, qui sont des règles extraterritoriales américaines sur à la fois l'usage, mais aussi sur l'exportation, par exemple, d'objets qu'on construirait avec du matériel américain. Ça, nous sommes un des seuls pays du monde qui ait toujours eu cette ligne avec... j'ai dû connaître que 12 ministres. Il y a toujours eu cette ligne directrice qui n'a jamais dévié. Et la dissuasion et la préoccupation de la souveraineté nationale en matière de défense ont toujours été quand même des lignes de conduite extrêmement constantes. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause, on reviendra dans un instant sur les défis humains, les métiers, les compétences, le recrutement, la formation, l'importance justement de remettre tout ça un petit peu en route. On en parle avec nos invités dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi, une émission passionnante. On parle d'industrie et de l'armement avec nos invités qui ont eu la gentillesse de venir avec nous aujourd'hui. Gérard Longuet qui était avec nous. Merci Monsieur le Ministre en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Ancien ministre de la Défense et de l'Industrie. Hervé Guillot est avec nous, ancien PDG de Naval Group et du dialogue, et aujourd'hui président du dialogue de place sur le financement de la défense, et Lénaïque Ségalin qui est avec nous, directrice générale du campus des industries navales. Cet organisme accompagne les filières des industriels de la mer sur le volet emploi, formation et les compétences. En tout cas, merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Justement, allons directement sur le volet formation, puisque c'est intéressant. Aujourd'hui, qu'on soit en formation actuelle, tant civile que militaire, est-ce qu'elles sont aujourd'hui à la hauteur de l'enjeu ? Vous souhaitez peut-être que j'intervienne? Oui, c'est pour vous, c'est pour ça que je vous ai Alors, effectivement, je peux peut-être illustrer mon propos par une phrase introductive. Selon le dernier observatoire de la métallurgie, une étude a été effectuée sur 3 métiers qui étaient identifiés comme étant très en tension à l'échelle de la filière industrielle, donc le métier de soudeur, chaudronnier et technicien de maintenance. Selon cette étude, on sait que l'appareil de formation actuel en France ne sera en capacité de former que la moitié de ce besoin. Donc voilà, ça illustre l'enjeu de recrutement, et c'est la raison pour laquelle notre association, SINAV, a été créée pour justement répondre à l'enjeu d'arriver à ancrer dans nos territoires une main-d'œuvre nationale qualifiée. Monsieur Guillou en parlait tout à l'heure. La souveraineté de notre pays passera aussi par notre capacité à avoir en face de nos besoins en recrutement les compétences adaptées. Donc on a deux défis. C'est déjà une révision de l'appareil de formation. Alors pas en totalité évidemment. L'appareil de formation en France est plutôt riche, mais encore faut-il qu'il soit adapté aux besoins de nos industriels. Et puis on doit faire face à un autre enjeu qui est considérable aussi, c'est l'enjeu d'attractivité de nos métiers. Aujourd'hui, nos métiers sont à la fois peu, voire très mal connus du grand public, souffrent aussi d'une dizaine d'années de désindustrialisation en France, avec une image qui est très très négative pour notre public. Et des métiers. Et des métiers souvent cités comme des voies de garage à l'époque, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
Exactement. Alors justement, vous avez beaucoup de difficultés. Tous les postes que vous avez évoqués pénuriques sont pénuriques aussi pour le nucléaire, pour le naval, etc. Oui. Est-ce que le secteur de l'armement, justement, a plus de difficultés que ces industries-là pour recruter déjà ces profils pénuriques ? Est-ce que c'est un secteur justement qui est plus ou moins attractif par rapport à ces secteurs-là ? Alors, je pense qu'on se bat à même, à armes égales. Je pense que le secteur de l'armement, moi je ne pourrais parler que pour la filière des industriels de la mer, mais qui comprend le naval de défense, qui représente une grosse part de notre activité. On travaille en interfilière au niveau de l'industrie et je peux vous dire que on fait face aux mêmes enjeux de recrutement. Vous avez parlé de la défense, mais l'aéronautique a du mal à recruter aussi, le secteur automobile. Donc on a, il y a un pas qui est fait déjà en matière de réindustrialisation, mais on est encore bien loin de l'objectif. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'échelle de l'industrie, les métiers que j'ai cités tout à l'heure, donc principalement les métiers d'ouvriers et techniciens, chaudronniers, soudeurs, techniciens de maintenance, sont des métiers communs à toutes ces filières. Et à cela s'ajoutent les nouveaux métiers dans l'activité drone, l'intelligence artificielle, etc., qui viennent rajouter une complexité supplémentaire. Ce qui est important d'expliquer aussi, c'est que d'être soudeur ou chardonnier demande en tout cas du temps, de la maîtrise, de l'expertise. Donc on peut parfois parler en années pour être véritablement un expert en plus. Un soudeur de coque de sous-marin, c'est entre 6 et 8 ans de formation. Oui, c'est ça. Donc c'est très long. J'ai l'impression qu'on parle de médecins, c'est-à-dire qu'on est dans la même... Le pays a mis beaucoup de temps à se rendre compte, contrairement à l'Allemagne, qu'en fait, on ne peut pas construire une industrie de défense uniquement avec des ingénieurs et des PhD. Il faut aussi des techniciens et des ouvriers. Et c'est cet équilibre qui fait qu'on sait peut-être concevoir, mais on sait aussi qualifier, produire, maintenir. Et donc, il faut beaucoup de troupes. Et c'est ça. Est-ce que la formation professionnelle a anticipé, justement, s'il faut 6-8 ans, il y a une inertie Pas du tout, parce que la formation professionnelle, initialement, elle était poussée par l'offre, pas par la demande. Et c'est la première évolution qui a été faite, d'ailleurs, avec un campus d'aéronautique à Latresne, près de Bordeaux, et puis ensuite par le campus des industries navales, qu'on a copié. C'est en fait d'arriver à créer une vraie prévision d'emploi sur ces domaines-là, et ensuite d'arriver à labelliser les formations pour qu'elles correspondent finalement aux besoins des technologies. La soudure, ça a changé en 30 ans complètement. Donc, quand vous êtes dans le collège du fin fond de la Bretagne, vous n'avez pas forcément suivi ces évolutions et ainsi de suite. Et l'ENAIC, par exemple, a mis en place 200 labels, je crois, 200 formations labellisées. Et là, les gens sont sûrs de trouver un emploi. Mais donc, il y a à la fois de travailler sur l'attractivité, pour leur montrer que c'est des métiers modernes, intéressants, qui ont évolué avec beaucoup d'informatique, de mécatronique, de cobotique, d'intelligence, de CAO et ainsi de suite, mais aussi que, en fait, les formations s'adaptent à la modernisation de tous ces métiers. Bien sûr. Monsieur le ministre Gérard Longuet, en fait, on parle d'attractivité de métiers. Est-ce qu'il faut prendre un petit peu de hauteur et de se dire que finalement, il y a eu tellement d'industrie bashing, on a tellement dit que c'était pas bien, que c'était sale, que c'était pendant des années quand même, avec une désindustrialisation de la France, qu'aujourd'hui, il faut retrouver de la souveraineté, peut-être redonner aux plus jeunes à l'école cette envie justement de partager ces métiers qui sont quand même incroyables. Oui, enfin je crois qu'il y a surtout le fait que la main-d'œuvre s'est déplacée en France, elle est passée dans les années 30, dans les 30 glorieuses de l'agriculture à l'industrie, et puis après on est passé vers le service. Il y avait une demande, c'est pas et le sentiment qu'on pouvait sous-traiter l'industrie, c'est-à-dire un travail de production à d'autres pays. Et là, je crois que c'est en effet pour la défense, pour la haute technologie, pour le nucléaire, une erreur absolue. Il faut faire à la maison et il faut savoir le faire durablement. Or, l'un des problèmes, et ça peut vous paraître paradoxal, c'est que l'État
qui est en fait celui qui finance la défense, mais qui commande d'une certaine façon l'énergie et le nucléaire, et qui n'est pas complètement neutre dans les choix en matière de transport, change de politique. Et vous avez de temps en temps des efforts qui sont cassés. Sur le nucléaire, on était plutôt bien parti. Puis en 2012, tout s'est arrêté. Et quand on explique aux jeunes étudiants que telle filière n'a pas d'avenir parce que c'est la paix éternelle ou parce que c'est le renouvelable pour tous, forcément les jeunes ils regardent ce qu'il y a de l'avenir. Et quand on a besoin d'eux, ils sont pas là. L'État a quand même poussé le tertiaire. Moi, je vois les écoles d'ingénieurs. Aujourd'hui, il y a la moitié des promotions qui vont plus chez Naval Group, qui vont plutôt dans les banques, par exemple. Oui, mais c'est pas l'État qui les pousse, c'est eux qui ont envie de gagner de l'argent. Quand vous prenez une promotion de polytechnicien, je suis persuadé qu'il n'y en a pas la moitié qui s'intéresse à la production et qui fait le métier d'ingénieur. L'autre moitié sont des analystes qui réfléchissent, qui font des algorithmes pour analyser ceci ou cela. Bon, mais ça, si vous voulez, c'est un petit peu aussi... on va là où il y a de la demande. Il se trouve qu'il y a eu des besoins de financement considérables, des besoins d'études considérables. Et puis, on a compté un peu trop sur la sous-traitance. Alors, vous avez un pays comme l'Allemagne, j'ai regardé, c'est très intéressant, a réussi en partie avec la chute du mur de Berlin et avec la dislocation du pacte de Varsovie de l'Union soviétique. Vous avez des pays qui sont devenus des partenaires, la Tchéquie, la Slovaquie, la Pologne, la Hongrie, même la Roumanie un peu. Et l'Allemagne a su répartir entre la matière grise chez eux et puis les tenues en bleu, les cols bleus chez les autres. Nous n'avons pas fait cela, on est parti carrément plus loin et c'est un peu plus difficile parce que acheter à l'extérieur, c'est pas une sécurité. C'est certainement absolue. ce qu'on paye aujourd'hui au niveau de l'industrie. Mais oui, tout à fait. Allez, vous restez avec nous. On fait une petite pause, malheureusement. On en a 4. Il faut les assumer. Tant mieux. C'est bien, oui, c'est une bonne nouvelle. On est très heureux. Et on est ensemble, bien entendu, avec l'ensemble de nos invités jusqu'à 20h. À tout de suite. Et on n'est pas... Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. On vous souhaite la bienvenue. On est ensemble jusqu'à 20h avec nos invités, avec Gérard Longuet qui est avec nous, ancien ministre de la Défense et de l'Industrie, Hervé Guillou qui est ancien PDG de Naval Group et coprésident du dialogue de place sur le financement de défense, et Lénaïque Ségalin qui est avec nous, directrice générale du campus des industries navales. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Ce qui est important pour nous, c'est de dire comment on peut reconstruire peut-être une vision stratégique, relancer la partie industrielle aujourd'hui. Monsieur le ministre Gérard Longuet, quel pays aujourd'hui peut aujourd'hui nous donner des idées et quel pays aujourd'hui d'Europe ou même un peu plus loin pourrait éventuellement, dont on pourrait s'inspirer par exemple? Je vais vous dire aucun. Aucun parce que chaque pays... On arrête l'émission, c'est fini. Aucun. Non, la réponse est simple. Chaque pays a ses problèmes spécifiques. Bien sûr. Ça dépend de l'adversaire et ça dépend de la taille. Si vous êtes la Finlande et que vous regardez la Russie, vous n'avez pas le même problème que si vous êtes la Chine et que vous regardez la Russie. Parce que vous n'avez pas le même perspective de combat. La Finlande ne peut pas imaginer un combat seul. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce pays neutre est entré dans l'OTAN grâce à Poutine. Et son matériel, à ce moment-là, dépend de la coopération qui est la sienne dans le système de défense auquel elle adhère. La France est dans une situation différente. Hervé Guillou l'a très bien dit. On a fait le choix de l'autonomie. C'est un choix d'ailleurs extrêmement difficile parce que la dissuasion, c'est fait pour ne pas s'en servir et à un très haut niveau de technicité. Alors on peut dire c'est une histoire de fou. C'est de plus en plus technique et avec l'idée que ça ne servira de moins en moins probablement. C'est pourtant exactement ce qu'il faut faire. Il faut apporter la démonstration que l'arme dont vous disposez maîtrise toutes les autres. Toutes les autres armes comparables. C'est notre atout majeur, finalement. Voilà. Oui, mais c'est pas suffisant. Parce qu'on a parlé tout à l'heure, et là je suis non pas en désaccord avec Hervé Guillou, mais je crois que quand on dit qu'on est combat de haute intensité, on est pour l'instant pas tout à fait à la dimension. Voilà. Ou alors sur une durée très courte. Oui, mais malheureusement, c'est pas nous qui fixons la durée des guerres. On peut dire, oui, on vous fait un petit conflit tranquille pour 6 jours ou une semaine. C'est l'ennemi qui décide. Bon, alors le fait est que grâce à la construction européenne, et moi qui suis un homme de l'Est, je sais ce que ça veut dire,
on n'a pas d'ennemis en Europe. On peut s'entendre avec les gens ou pas s'entendre avec les gens, on n'a pas d'ennemis. Le sol français n'est pas directement menacé par un voisin. Je pensais presque la même chose après la dislocation de l'Union soviétique. Je crois que... Alors sur Poutine, il y a deux analyses très différentes. Je ne sais pas laquelle est la bonne aujourd'hui. La première qui est de dire ce type joue le rapport de force et sans vergogne, et il ira le plus loin possible en toutes circonstances. Deuxième point de vue, c'est des gens qui disent non, c'est le dernier coup d'essai d'un partisan du rapport de force et il a échoué, ce qui est vrai d'une certaine façon. Son objectif était de faire tomber le régime de Zelensky, il l'a renforcé. Son objectif était de faire en sorte que le glacis autour de la Russie soit reconstitué, c'est pas le cas. Bon, je citais la Finlande et la Suède. Donc, on ne sait pas. Mais imaginons, quelle est la force de la Russie ? 17 millions de kilomètres carrés. Une profondeur infinie. Et un régime politique qui permet à celui qui le dirige d'être assez désinvolte à l'égard de la vie de ses citoyens. Ça n'existe pas en Europe, n'avons pas de profondeur de recul, et ça n'existe pas, heureusement, sur le plan politique. Nous n'avons pas cette désinvolture. Et donc, je crains malheureusement que la menace, je dis, pour des raisons structurelles, c'est pas les personnes que j'incrimine, mais quand vous avez la certitude de tenir vos hommes et d'avoir le recul nécessaire, vous pouvez prendre des risques que les États baltes ne prendront jamais. J'avais une question sur l'autonomie. Est-ce que la réponse, d'un point de vue industriel, va être européenne, ou est-ce qu'au contraire, il faut travailler sur une industrie d'armement française ? Hervé. L'autonomie, c'est pas l'autarcie. L'autonomie, c'est avoir la capacité à assurer sa sécurité stratégique. Ça peut se décliner dans des petits cercles d'autarcie, c'est ce qu'on fait sur certains éléments de la dissuasion, mais ça peut aussi se décliner par des accords avec des partenaires fiables, comme on fait dans les missiles avec MBDA ou dans un certain nombre d'autres domaines. Et sinon, ça peut se décliner par une véritable politique de diversification industrielle ou de partenariat qui permettent de garantir la sécurité d'approvisionnement. C'est ce qu'on fait en France pour l'instant avec l'uranium, par exemple. On se considère comme garantie finalement d'approvisionnement par la diversité de nos sources. Donc, autonomie stratégique, c'est pas de l'autarcie. Mais quand les Allemands achètent du matériel américain plutôt que du matériel français, est-ce que finalement la réponse serait pas plutôt... Ah, mais ça c'est un autre sujet. Est-ce que... Tout à l'heure, Monsieur le ministre a évoqué... le cas de la Finlande, l'Allemagne s'est retrouvée un peu dans la même situation, à avoir une industrie de défense qui était quand même très en dessous des standards, qui s'est beaucoup tournée vers les États-Unis, qui ont d'ailleurs implanté des bases chez eux, et donc tout le monde est devenu un peu héroïno-dépendant au matériel américain. Ça, c'est pas les seuls. Et il va falloir du temps. Si l'Allemagne ou l'Italie ou l'Espagne veulent se désengager d'achats massifs aux États-Unis, il va falloir des décennies pour arriver à retrouver des alternatives européennes. Ça ne va pas se faire en 5 minutes. Alors, on peut avoir de la sous-traitance réciproque et des choses comme ça, mais sur les objets majeurs, par exemple la défense antimissile balistique ou un certain nombre de sujets comme les avions de combat, par exemple, on voit bien que de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Hein. Il y a le Rafale et le F-35. Donc, ça se bascule pas. Comment ? Les SAB, avec le Gripen, vous avez raison. Mais ça se bascule pas en 5 minutes. C'est une affaire politique. Il est évident que lorsque les Allemands ou les Polonais achètent des F-35, c'est techniquement... Enfin, le prétexte technique est que ces appareils peuvent accrocher les missiles nucléaires américains. La vérité, c'est qu'ils achètent aux États-Unis pour payer l'assurance de la protection nucléaire américaine. Trump nous a rendu un immense service parce qu'en expliquant que cette assurance n'était pas garantie, les Européens sont un peu plus libres de leur choix. On pourra vendre des Rafales alors. Oui, on en a vendu en Europe, enfin. Mais c'est un très bon appareil. Je ne cherche d'ailleurs pas à le prouver par des démonstrations parce que
Moins on sert des armes, mieux l'humanité se porte. Lénaïque Ségalin, qui est avec nous, délégué général de l'Institut des hautes études, pas du tout, qui est voilà. Confuse de la mer. C'est les erreurs qui ont été faites tout à l'heure. Bref, on revient quand on les écoute, passionnés et passionnants. Il y a forcément quelque chose à faire pour attirer ces talents en disant voilà ce pourquoi tout ça est fait en fait. Finalement, pour la défense française, européenne, pour le bien commun de tout le monde, il y a forcément une histoire à raconter pour ramener ou les jeunes ou ceux qui ont envie de changer de carrière, de revenir justement dans ces métiers de l'industrie de l'armement. Tout à fait. Je pense que vous soulignez du doigt quelque chose d'important aujourd'hui par rapport à notamment cette jeune génération, c'est de donner du sens. Et l'esprit de défense, il se cultive. Et aujourd'hui, on a des outils qui existent et qui permettent de diffuser cet esprit de défense. Alors, déjà, nous, au niveau du CINAV, puisqu'en fait, on organise des missions de promotion à l'attractivité des métiers en compagnie des ambassadeurs métiers. Ça, c'est très important à souligner. C'est-à-dire que si moi, je parle du métier de soudeur, j'ai vite perdre en crédibilité. Donc, c'est pour ça que c'est important d'arriver, et ça, on arrive à très bien le faire, à mobiliser nos industriels, donc notamment dans le naval de défense, qui viennent parler de leur métier, de leur passion. Et ça, c'est un vecteur pour susciter des vocations qui est absolument essentiel. Après, il y a un autre dispositif aussi que je trouve très intéressant, puisque on parle de jeunesse. N'oublions pas le rôle de l'éducation nationale. Et on a un dispositif qui est intéressant qui s'appelle le dispositif des classes de défense. Aujourd'hui, ce sont 445 classes en France qui sont concernées et qui en fait permettent des partenariats entre l'armée et des classes, donc sur l'initiative d'un enseignant. Et là encore, ça permet à ces jeunes de rencontrer des professionnels, d'échanger avec eux, de pouvoir leur poser des questions. Donc ces rencontres, on y croit beaucoup. Nous aujourd'hui, en tout cas, j'ai envie de rester optimiste et positive. Bien sûr. Et on est là pour la ça. Démarche. On a mesuré notre impact, parce que souvent on nous dit promotion, attractivité des métiers. Ok, mais alors quel est votre impact? Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est sur les 15 000 jeunes qu'on arrive à rencontrer chaque année dans les salons d'orientation, qui viennent nous voir, etc., sur toute la France, qu'on a les 5 régions partenaires dans ce collectif-là, on arrive à susciter des vocations chez 30% de nos jeunes. Ah oui, c'est bien quand même. C'est déjà, je dirais, un bel effort. Et quand on parle aux demandeurs d'emploi, parce qu'on a aussi un lien avec France Travail, n'oublions pas cette population aussi de personnes en reconversion professionnelle, etc., on arrive à susciter des vocations chez 40% d'entre eux. Pourquoi? Parce que concrètement, on est en capacité de leur dire, vous cherchez un boulot, vous pouvez aller dans telle formation, vous aurez un job à l'issue dans 99% des cas. Donc on est aujourd'hui, et je dirais que ça c'est une fierté, même si on a encore beaucoup de chemin à parcourir, soulignons quand même les efforts qui fonctionnent. On est aujourd'hui convaincus que ces rencontres, cet engagement sur le terrain avec nos industriels est une des clés pour mobiliser. Donc nous, on est prêts. Côté CINAV, on a déjà discuté avec nos interlocuteurs, à se mobiliser plus particulièrement sur le secteur de la défense pour mobiliser cette jeunesse. Juste un petit mot avant de partir en pause. De plus en plus de jeunes filles et de plus en plus de femmes, c'est bien de le dire aussi. Oui, alors on a là aussi beaucoup de chemin. J'ai déjà entendu Hervé Guillou le dire. Nous ne pouvons pas nous passer de la moitié de l'humanité pour répondre à nos enjeux de recrutement. Le talent de la moitié de l'humanité, rappelons-le. Il y a du chemin à parcourir. À l'échelle de la filière, les femmes ne représentent que 25% encore des effectifs. Et si on regarde sur les métiers d'ouvriers et techniciens, notamment dans le naval, on n'atteint pas les 10%. Et pourtant, ces métiers sont absolument accessibles à cette population. Donc oui, c'est un public aussi à conquérir. Allez, vous restez avec nous, on fait une dernière pause et on revient avec nos invités. On est ensemble jusqu'à 20h. Soyez les bienvenus et merci de votre fidélité à Sud Radio. Sud Radio, votre avis fait la différence. J'adore vos débats. On entend des choses qui changent un peu de la doxa généraliste qu'on entend trop partout. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi.
Les vraies voies de l'emploi. On parle d'armement et d'industrie aujourd'hui avec nos invités. Je peux vous assurer que ce soit à l'antenne ou hors antenne, c'est très intéressant avec Gérard Longuet qui est avec nous, ancien ministre de la Défense et de l'Industrie, et Hervé Guillot qui est avec nous, ancien PDG de Naval Group et coprésident du dialogue de place sur le financement de défense, et Lénaïque Ségalène qui s'engage vraiment en tout cas dans cette direction, directrice générale du campus des industries navales. On parlait de l'inspiration, Lénaïque Ségalène, tout à l'heure hors antenne avec nos deux invités, de se dire que il faut effectivement des ambassadeurs, des ambassadrices, des gens qui montrent leur métier. Vous le disiez, peut-être envoyer des gens en immersion, proposer. Ce qui est bien aussi de dire aussi, c'est les mutations, c'est-à-dire qu'on devient dans ces métiers tout à fait mobile aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas ancré dans un territoire. On peut faire plein de choses. On peut partir sur des plateformes, on peut partir à l'étranger. C'est ça aussi, ce métier. Oui, tout à fait. Alors, mutation, ça peut faire peur, surtout quand on parle à des populations ouvriers et techniciens qui sont en général assez peu mobiles. Mais effectivement, aujourd'hui, l'industrie je vais parler de l'industrie. Non, mais tout ça pour dire que c'est très large, c'est-à-dire que c'est extrêmement large. Et vous pouvez, moi, par exemple, dans mon équipe aujourd'hui, j'ai un ancien chaudronnier qui fait de la communication. Donc, vous voyez, on a des parcours qui peuvent être absolument diversifié, avec effectivement la possibilité de travailler à l'international, d'évoluer. Il faut le dire aussi, les salaires dans ce secteur-là sont plutôt bien placés par rapport à d'autres secteurs d'activité, avec une pérennité d'emploi qui est importante. Donc et puis qui plus est, pour ceux qui sont attirés par la mer, là je parle plutôt du naval de défense, on est plutôt sur les régions du littoral en matière d'emploi. Donc ça, c'est sympa aussi. Alors justement, Lénaïque, vous avez un accompagnement des régions, parce que c'est un travail de fond qui se fait. Hervé parlait tout à l'heure, c'est quelque chose qui se fait au collège. En quoi finalement les régions, l'État vous aident dans justement cette évangélisation de ces métiers qu'on méconnaît? Alors, les régions, elles ont un rôle primordial sur ce sujet-là, puisque dans leurs prérogatives, elles ont à la fois le sujet des formations professionnelles et le sujet de l'orientation. Donc, on travaille vraiment en lien étroit avec nos 5 régions partenaires, que sont la Bretagne, la Normandie, la région Pays de la Loire, région Nouvelle-Aquitaine et la région Sud, sur ces sujets de formation. Donc, comment concrètement? Nous, on a réalisé une étude pour avoir une estimation des besoins en recrutement au plus près des territoires, et cette étude, elle est fournie à la région. Elle est transmise à la région qui va pouvoir faire ses appels de formation au regard des besoins qui sont exprimés par notre filière. Par ailleurs, on leur met à disposition aussi un certain nombre d'outils qu'on a développés. On a parlé tout à l'heure de la promotion de l'attractivité des métiers. On est très présent sur le digital. J'ai une chargée de communication aujourd'hui dans l'équipe qui parle TikTok couramment. Voilà, et ça c'est important aussi pour parler à la jeunesse, pour créer cette communauté. Il faut aussi avoir les codes et on peut vite les perdre. Donc on a créé un certain nombre d'outils pédagogiques innovants que l'on met à disposition des régions pour les alimenter, parce que les régions ont véritablement ce rôle d'orientation. Donc on travaille en lien très étroit avec les 5 régions que je vous ai citées. Monsieur le ministre Gérard Longuet, est-ce que finalement l'industrie de l'armement peut redevenir un ascenseur social? Totalement. Totalement, c'est pour une raison d'ailleurs très simple, c'est qu'il y a une stabilité. L'employeur dans l'armement, dès lors qu'il a confiance dans les capacités d'évolution d'un salarié, cherchera toujours la stabilité de l'emploi, parce qu'il sait d'abord on a une sécurité, on peut juger du comportement du compagnon, de l'ouvrier, du technicien, de l'ingénieur, et on a envie de le promouvoir, ne serait-ce que pour en recruter d'autres plus jeunes qui se disent tiens, après tout c'est un bon canal. J'ajoute ce que Madame Ségalène a évoqué, c'est que les 5 régions dont elle parle sont des régions très sympathiques, sont des régions du littoral. Ce sont des régions qui, sur le plan démographique, se développent. Ce qui, évidemment, peut rendre parfois l'accès au logement plus difficile, parce que plus cher. Mais quand vous avez des grands pôles comme l'aéronautique, le spatial à Toulouse et à Bordeaux,
également d'ailleurs à Nantes et à Saint-Nazaire, quand vous avez l'électronique de défense dans la région sud. Finalement, c'est un outil d'aménagement du territoire dans des territoires qui sont attractifs. On a d'ailleurs le même problème à l'armée, c'est qu'on a envie d'implanter. Nous avions une armée OPEX, donc elle avait tendance à avoir des unités parachutistes, des commandos, des forces spéciales, voilà, opérations extérieures, qui allaient plutôt vers le sud, le sud-ouest, parce que les conditions d'entraînement étaient plus comparables à ce qu'ils allaient connaître. J'espère, comme élu du Grand Est, on va revenir un petit peu sur les territoires qui ont été industriels, mais qui n'ont jamais été défense, pour des raisons évidentes. On n'allait pas fabriquer des canons en Alsace ou en Lorraine, puisque on s'en servait, ça suffisait largement, et ça n'aurait pas été prudent. La région centre pour l'armement, les pays de la Loire, en effet, la Bretagne, la Normandie, formidable. C'est des régions qui joignent l'attractivité de développement et de réussite industrielle avec une attractivité de séjour. Hervé Guilloux, il nous reste 2 minutes. J'ai envie de vous entendre forcément. C'est devenu une passion chez vous, parce que là, l'intérêt, c'est d'être aussi inspirant pour les auditeurs qui nous écoutent. Et on le voit à vos yeux, on dirait un enfant de 10 ans quand on parle de l'industrie de l'armement, en tout cas. Racontez-nous en 2 minutes, finalement, c'est un métier qui est devenu passion. C'est une passion. D'abord, on a l'impression d'être utile à son pays et à rendre un peu à son pays tout ce qu'il nous a donné quand on était jeune, avec l'éducation, l'emploi et ainsi de suite. Et deuxièmement, pour un ingénieur, c'est absolument passionnant. Enfin, concevoir ou construire un porte-avions ou un avion de combat ou un système de défense, des grands systèmes de télécom. J'ai eu aussi la chance de diriger ce qui est maintenant Ariane Group, et de faire des fusées. Oui, parce que vous avez passé l'ensemble de votre carrière dans la défense. Vous n'avez pas été à peu près dans le nucléaire et dans la défense. C'est un passionné. Concevoir des réacteurs nucléaires, un technique atome, c'est absolument passionnant et c'est un sport complet. Justement à cause de cette politique continue de souveraineté et ainsi de suite. Donc en France, on sait tout faire. Et pour ça, c'est un joyau industriel. Et moi, si j'avais un souhait à exprimer, c'est qu'on redonne en France à la politique industrielle toute la dimension qu'elle doit avoir. C'est vrai de la défense, mais c'est aussi vrai tout ce qu'on parle. On parle de matériaux critiques, on parle de dépendance stratégique sur un certain nombre de domaines. Redonner en France le souci de la politique industrielle, ça me paraît absolument fondamental. Merci en tout cas 1000 fois d'avoir accepté notre invitation. Merci Monsieur le Ministre Gérard Longuin d'avoir accepté d'être venu chez nous justement. Hervé Guilloux, ancien PDG de Naval Group et coprésident du dialogue de place sur le financement de défense. Merci beaucoup Lénaïque Séguélin, vous êtes directrice générale du campus des industries navales et très inspirante. Et ça c'est chouette. Et dans un instant, mon ex-co-animateur, pas maintenant, en tout cas. Passionné par l'armement aussi. Ah oui, absolument. Puis là, les arguments tombaient en rafale dans ce débat. C'était vraiment normal. C'est logique. Mais ce ne sont jamais des mirages, les débats sur Sud Radio. On peut en faire des tonnes. Au menu des vraies voix du foot, on va commencer évidemment à parler du bilan de la journée de Ligue 1. On connaît le podium, on sait le premier, deuxième et le troisième, il y a encore du suspense. Mais le gros danger, c'est en bas. On pense notamment à Saint-Etienne, à Reims, à Nantes et au Havre. Ensuite, on parlera de la réforme de la Ligue de football. Alors il y a une nouvelle qui est tombée cet après-midi. Il y aura peut-être des playoffs comme au rugby. Vous voyez un peu ? Ah oui, ça, c'est une révolution. Ensuite, on parlera des trophées UNFP et on finira avec l'arbitrage qui est devenu délirant parce que ce qui vaut pénalty à Paris ne vaut pas pénalty à Barcelone. Ce qui est quand même surprenant. Avec vos comparses ? Avec nos comparses, bien évidemment, Guy Carlier, Emmanuel Galasso, Quentin Fredon. On aura Alexandre Corbos du But Football Club et on aura Virginie Guillen qui est arbitre pour parler d'arbitrage. En tout cas, passez une très jolie soirée. On vous retrouve demain à partir de 17h dans les vraies voix. Et merci de votre fidélité à Sud Radio.